Bienvenue dans le podcast Les Chroniques d'un entrepreneur, l'émission de ceux qui veulent en apprendre plus concernant nos impacts sur le monde qui nous entoure. Venez discuter vêtements, livres et voyages avec deux entrepreneurs qui invitent chaque semaine des amis afin de partager leur aventure. Bonjour à tous, pour ce premier épisode, je reçois Louise. Bonjour Louise. Bonjour Paul, merci de m'inviter. Merci à toi d'être là aujourd'hui. Alors avec Louise, on s'est rencontrés à l'Université Paris-Dauphine et du coup on est devenus amis. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, s'il te plaît ? Avec plaisir. Donc quand on s'est rencontrés tous les deux, moi ça faisait déjà plusieurs années que j'étais à l'Université Paris-Dauphine. Donc c'est un endroit que je connais bien et j'ai décidé d'y rester pour commencer une thèse sur à la fois la stratégie d'entreprise et le féminisme. J'en suis encore au début, je suis en pleine recherche du cadre théorique. Et avant ça, avant d'arriver à Paris pour aller à l'université, j'étais à Senlis, qui est une ville médiévale en Picardie très mignonne. Et je sais pas où j'irai plus tard. Super. Donc Louise, tu connais le principe de ce podcast. On invite des amis et le but c'est que ce soit eux qui nous interrogent sur ce que nous sommes en train de faire et en train de réaliser avec Fanny. Donc je vais te laisser la main et me poser des questions et animer ce podcast. Alors je suis très contente de faire ça avec toi aujourd'hui Paul. Je te propose de peut-être commencer par ta présentation. Paul, qui es-tu ? Du coup je suis un ancien consultant. J'ai principalement travaillé pour des grands groupes et des grandes entreprises, plutôt dans le secteur de l'assurance et dans le transport, sur des problématiques impact collaborateur et sur de la gestion de projet. Mais je suis aussi passionné de mode, comme tu le sais. Mais c'est vrai Paul que moi je te connais depuis quelques années et je te vois toujours en costume. Effectivement, j'adore l'art sartorial, donc c'est l'art tailleur. Je porte tout le temps des costumes, déjà de fait parce que j'étais consultant, donc c'est un peu l'habit du consultant, mais aussi après par passion, parce que je trouve qu'un costume, ça relève un peu l'homme et ça me va très bien. L'art tailleur, c'est vraiment la valorisation du savoir-faire dans la confection du vêtement, le choix des matières premières, la personnalisation du vêtement et aussi le lieu de production. Donc je pense que c'est dans mon mindset, c'est en moi, quoi. Donc tu as quitté le conseil, tu es passionné de mode. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Alors maintenant, avec Fanny, nous sommes en train de monter une marque de vêtements éco-responsable. Et personnellement, je suis en charge de la stratégie de l'entreprise et de sa déclinaison opérationnelle, donc sur la partie production, communication, etc. Ok, donc passionné de mode qui monte une marque de vêtements, c'est plutôt logique. C'est quoi le déclic qui fait que tu t'es lancé là-dedans ? J'en vraiment parce que je suis quelqu'un qui aime apprendre tous les jours, qui a envie de découvrir de nouvelles choses. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est en gros, tu repousses ta zone de confort, tu vas voir de nouvelles personnes, tu apprends de nouvelles choses, tu te formes à de nouveaux outils et tu es dans la capacité de autant penser à la stratégie de ton entreprise et de la mettre en place. Et ça, c'est ce dont j'ai besoin. Ok. Et t'as besoin de ça maintenant ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, un mal grandissant en moi, je me sentais pas bien, tu vois, j'avais honte, limite de dire que j'étais consultant. Quand on me posait la question, j'élutais la question. Et en fait, lorsque j'ai fait un petit bilan de moi-même, de ce que j'avais envie de faire, en fait, les compétences plutôt stratégiques que j'ai sur penser, les business models, etc., c'est ce qui m'attire. Mais j'aime bien aussi mettre en application les choses. Donc, créer un site web, démarcher des gens, vendre, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Et du coup, l'entrepreneuriat, c'est vraiment le mix entre ça. Entre, tu penses une stratégie et tu la mets en place. Étant donné que tu décides d'entreprendre dans le secteur de la mode, c'est quoi ton rapport avec les vêtements ? Mon rapport avec le vêtement, il est assez complexe et il a évolué dans le temps. Pendant très longtemps, je portais plutôt des vêtements techniques parce qu'en gros, je faisais de la moto. Donc forcément, quand tu fais de la moto, tu prends des jeans, tu prends des pantalons cargo, des choses qui sont vraiment dures. Et il y a à peu près 6 ans, j'ai fait mon premier stage et là, c'est là où j'ai rencontré le costume, où en fait, il fallait être bien habillé de façon professionnelle. Donc c'est là où j'ai commencé à me dire, à commencer à m'habiller en costume. Et puis il y a quelques années, je suis arrivé à Paris et j'ai eu des gros problèmes dans les transports notamment. Tu vois, je suis arrivé à Paris et, euh, et j'avais chaud et je comprenais pas pourquoi j'avais chaud dans les transports.
Vraiment, tu vois. Et en fait, quand j'ai fait quelques recherches, etc., t'as beaucoup de gens qui te disent, ah oui, c'est parce que tu portes du noir, et du coup, ça attire la chaleur. Mais en fait, pas du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi est-ce que t'as chaud, c'est la matière de tes vêtements. Quand tes matières sont faites en polyester, et c'est 80% des vêtements qui sont faits en polyester, en fait, c'est issu de la pétrochimie. Et en fait, c'est ce qui te fait avoir chaud. Ensuite, moi, comme tu sais, j'ai un corps plutôt fort. Et du coup, la taille des vêtements, ça a été un gros problème pour moi pendant des années. Quand je m'habillais en prêt-à-porter, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le costume, quand tu achètes un costume, tu achètes une taille. C'est-à-dire que tu achètes une taille 52, et en fait, tu as le pantalon qui te va avec. Sauf que généralement, moi, tu vois, mon haut de costume ne correspond pas à mon bas de costume. Donc, j'achète ce qu'on appelle des séparables. Donc, des choses que tu peux séparer. Où tu peux acheter juste le haut et juste le bas. Sauf que dans ce genre de choses, et bah, tu n'as que deux trois couleurs par marque. Tu as 2-3 modèles, c'est tout. Donc, j'ai essayé de rechercher et j'ai découvert un blog de mode masculine qui s'appelle Bonne Gueule. Et là, je suis notamment aussi tombé sur des vidéos de ce blog qui s'appelle Le Bon Look, qui t'apprend vraiment à bien t'habiller. Ces vidéos étaient faites par Lucas Maria Prakasam. Et j'ai découvert que le vêtement, c'est vraiment, quand tu arrives à le personnaliser, quand tu arrives vraiment à trouver des matières assez belles, euh, c'est vraiment une émotion qui te transporte et ça te permet du coup d'avoir plus confiance en toi. Et le vêtement est là vraiment pour soutenir les hommes et les femmes, pour se présenter. C'est vraiment la première chose que tu vois d'une personne. Et c'est un regain, un boost. Ouais, c'est un support de confiance en soi. Exactement. Et toi, Paul, le vêtement que tu préfères dans ta garde-robe, c'est lequel? Je suis sûre que c'est un costume. Effectivement, tu as raison. Euh, c'est un costume tout simple. C'est vraiment une veste de costume, un costume croisé, bleu. Mais en fait, c'est qu'il y a une histoire derrière. Un jour, je suis allé dans une boutique et je vais voir le vendeur et je lui dis ok, moi, ce qu'il me faut, c'est une veste de costume normale avec juste une fente. Et la personne me dit non, non, mais là, vous êtes un peu évolué, vous avez acheté déjà pas mal de costumes. Il faut que vous preniez une double fente et un costume croisé. Et le gars, je lui dis, bah non, non, j'aime pas quoi. Enfin, genre, j'avais porté des doubles fentes euh, un jour et ça m'avait pas plu du tout et je voulais m'en débarrasser. Et, euh, et le gars me dit, non, non, faites-moi confiance, c'est ce qu'il vous faut, etc. Et là, je commence à tester. Je lui fais confiance, on commande le costume parce que c'était du sur-mesure. Et je lui fais confiance et quelques mois plus tard, enfin, du coup, un mois plus tard, je reçois le costume, je commence à le mettre. Et en fait, je suis super bien dedans. Ça change et je me trouve beau. Et voilà, et du coup, c'est vraiment ce rapport-là et c'est vraiment mon costume préféré, c'est un bleu tout simple, quoi. Ah non, du coup, c'est pas un bleu tout simple, c'est un bleu croisé. Ouais, mais Tout simple. le bleu est tout simple, mais c'est un costume croisé. Et alors, pourquoi commencer cette aventure entrepreneuriale par un podcast? Bah, l'objectif de mes interventions, surtout dans ce podcast, c'est la vulgarisation de l'industrie du textile et des impacts liés à nos achats. On a beaucoup entendu parler que l'industrie du textile était l'une des plus polluantes au monde, mais on ne sait pas pourquoi. Parce que c'est pas forcément le transport, il n'y a pas que ça. La deuxième chose, c'est vraiment faire découvrir de nouvelles choses, des livres que j'ai lus, des nouvelles réflexions et de nouvelles choses à apprendre. Et enfin, c'est de faire découvrir les personnes de mon entourage, des amis comme toi, qui essayent de faire évoluer notre société en profondeur et de leur donner une possibilité de partager leur métier, leur recherche et leur réflexion sur le monde de demain. Et du coup, Louise, pour faire suite à ça, j'aimerais que tu partages avec nous quelque chose à découvrir, quelque chose qui t'a marqué, quelque chose que tu as envie de partager avec nous, tout simplement. Alors, je peux avoir des choses sérieuses et moins sérieuses à partager avec toi. Je vais commencer par un truc qui est moyennement sérieux. Je vais te parler d'un de mes livres préférés, qui s'appelle Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, et c'est écrit par Harper Lee, qui est une américaine. Et pour moi, c'est un livre d'ailleurs que j'ai offert à mes cousins au moment où, enfin à certains de mes cousins quand ils ont eu des enfants. Pour moi, il y a le modèle idéal
du père dans ce livre. Je sais que ça te tient à cœur, ce rapport à l'enfant et surtout au père et cette partie de la mère n'est pas la seule personne à devoir éduquer les enfants. Ouais, absolument. Bah, en effet, ça s'inscrit en partie dans tout ce qui est lié au féminisme, etc. Mais en effet, moi, je suis enfant unique et je suis assez proche de mes parents. Donc, ce qui est une chance, je pense. Et en fait, ce livre, il montre, pour moi, un père idéal dans le sens où il se bat pour des choses justes. Il laisse ses enfants libres d'interpréter les choses, mais il les oriente, à mon sens, de la bonne manière. Et ce qui est hyper joli dans ce livre, c'est qu'on voit la manière dont l'évolution de la pensée d'un enfant a lieu. Et je trouve que c'est hyper joli à voir parce que c'est assez incroyable cette idée qu'on a une éducation et qu'elle sert à quelque chose et qu'elle nous apporte des choses. Je suis aussi fille d'institutrice, ce qui n'est pas neutre. C'est intéressant que tu nous parles d'éducation. En plus, tu es fille d'instit. Est-ce que tu aimerais devenir professeur? Bah, en effet, en faisant une thèse, ça devient possible si je la réussis et si je la termine. Ça devient possible de devenir professeur d'université. Alors il y a beaucoup d'étapes avant ça, mais ça devient possible. Moi, je sais pas encore si c'est ce que je ferais parce que je dis pas que c'est quelque chose que j'exclus, pas du tout. En plus, vraiment, l'éducation, ça m'intéresse beaucoup. En revanche, je pense que je sais pas encore assez comment le monde de la recherche fonctionne. Je sais pas encore assez ce que c'est que de faire de la recherche pour savoir si c'est ce que je veux faire toute ma vie. En revanche, en effet, je me suis toujours dit qu'il y aurait une partie d'enseignement dans mon activité. Donc, il y a toutes les chances que je finisse d'une manière ou d'une autre par en faire. Super. Louise, prof. Je sais pas si tu te souviens, mais lorsqu'on était à Dauphine, j'étais celui qui avait le moins voyagé. Et tout le monde me disait, bah attends Paul, t'as pas découvert le monde. Pourquoi quoi. J'étais comme un ovni. Est-ce que t'as une destination à partager avec nous, vraiment qui t'a marqué et un endroit incontournable à aller? En fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu voyager plusieurs fois, surtout en étant assez jeune. Et il y a peut-être 2 endroits que j'aurais à recommander, qui sont très très opposés, mais qui ont une caractéristique commune, c'est que ce sont 2 îles. Le premier voyage dont je vais parler, c'est l'Indonésie. Je suis allée à Bali et à Lombok quand j'étais au lycée, donc en plus j'étais vraiment jeune, c'était vraiment une chance. Et j'y suis allée avec des personnes qui connaissaient des locaux. Et ce qui m'a le plus marqué dans ce voyage, c'est d'une part le fait que c'est un endroit extrêmement coloré. Il y a beaucoup de couleurs partout, beaucoup de rouge, qui est une couleur que j'aime bien. Et ça, c'est en partie dû au fait que les gens ont plusieurs religions dans ce pays. Et notamment, ils ont une religion qui est polythéiste et qui fait qu'ils prient des dieux pour tout. Donc, ils prient le dieu des vagues ou de la mer pour qu'il y ait des vagues. Ils prient, je pense, le dieu de la pluie. Ils prient les dieux de tout. Et du coup, ils mettent des offrandes partout. Et les offrandes, ça ressemble à des petites barquettes qui sont faites en feuilles, des grandes feuilles, comme des feuilles de palmier, avec plein de petites fleurs à l'intérieur. Et c'est magnifique. Et ils ont des offrandes qui sont en revanche des choses immenses sur la plage. Je saurais pas vraiment décrire ces trucs, mais en tout cas, c'est vraiment plein de couleurs et c'est assez magique. En plus, les gens sont super gentils, enfin, c'est assez fantastique. Et en parallèle de ça, même en opposition à ça, je dirais, je suis aussi allée en Islande, en été. Donc, j'ai pas vu l'Islande sous la neige vraiment. Pas d'aurore boréale, etc. Ni d'aurore boréale. Donc, pas ces couleurs-là. Et l'Islande, c'est un pays qui est un peu, honnêtement, qui est un peu hostile. Enfin, aller vivre en Islande, c'est quand même un choix surprenant. Mais c'est vraiment très très beau, mais dans tout l'opposé de la beauté de l'Indonésie. C'est-à-dire qu'il y a jamais de couleur. Enfin, jamais, j'exagère un peu, mais honnêtement, j'y suis allée en août. Alors, il y a le soleil, il y a un peu de vert, parce que quand même, il y a de la verdure. Mais c'est extrêmement gris, c'est extrêmement aride, mais c'est magnifique. Et il y a un nombre
de paysages différents sur un si petit territoire, qui est vraiment super impressionnant. Et du coup, les quelques couleurs qu'il y a ressortent quand même. Donc en effet, il y a cette verdure, il y a aussi des sources d'eau chaude où l'eau est bleu turquoise, bleu clair, c'est splendide. Mais en fait, cette unité de gris, elle n'est pas triste du tout, elle est super belle. Donc c'est vraiment un pays que je recommande aussi, qui est pas trop loin. En revanche, faut y aller avec une polaire. Super. Je te remercie, Louise, d'avoir partagé ça avec nous. Ben, merci à toi, Paul, de m'avoir proposé. Moi, j'aimerais vous parler d'un livre qui m'a fait beaucoup réfléchir, autant sur ma vie personnelle que sur ma vie professionnelle. Ce livre a été écrit par Timothy Ferriss et a un nom assez aguicheur, La semaine de 4 heures, travaillez moins, gagnez plus et vivez mieux. Au-delà de ce titre, le livre nous permet de nous reposer des questions sur notre temps passé à travailler et notre conception de la vie, métro, boulot, dodo et retraite vers 60 ans. Il nous donne l'opportunité de repenser notre mode de vie en nous donnant des conseils pour l'automatiser au maximum. Que ce soit notre vie professionnelle, que nous soyons entrepreneurs ou salariés, et même sur des tâches personnelles. Il y a 2 idées centrales dans le livre. La première est issue de la loi de Pareto. 80% de nos résultats sont dus à 20% de nos actions. Timothy Ferriss va plus loin en disant que 80% de nos problèmes viennent de 20% de nos tâches. L'idée est d'identifier les tâches les plus essentielles, les plus rentables, de mettre en place tout un système par délégation pour les automatiser, et en parallèle de se débarrasser des tâches dites non essentielles. La deuxième idée est celle que nous travaillons pour une retraite lointaine et hypothétique, mais que la bonne solution est de s'accorder des pauses de plusieurs mois tout au long de notre vie lorsqu'on est dans la fleur de l'âge. Pour moi, ce livre est un incontournable et permet de trouver des clés facilement applicables pour se simplifier la vie et travailler de façon plus efficace. Mais aussi, il nous permet de toujours remettre en question nos actions et nos façons de penser en nous montrant que d'autres voies sont possibles. Bien sûr, je ne travaille pas 4 heures par semaine, mais je suis plus efficace sur certaines de mes actions. Merci Louise pour ce moment passé ensemble. Bah, merci à toi, Paul. C'était très intéressant d'introduire un peu ce projet entrepreneurial qui se profile. Je vous remercie d'avoir suivi ce podcast. Vous pouvez retrouver différents articles et différents liens dans la description de ce podcast pour approfondir certains sujets ou même pour retrouver les différentes références dont on a parlé. N'hésitez pas à vous inscrire à la liste email pour recevoir des informations sur ce que nous faisons. Dans le prochain podcast, vous pourrez retrouver Fanny qui se présentera et qui parlera d'elle dans le même format avec un de ses amis.